Il existe des vérités que l'histoire a enterrées vivantes. Des vérités que les manuels scolaires n'enseignent pas. Des vérités qui brûlent encore dans la chair des descendants. Ce que vous allez entendre ce soir n'est pas une légende. C'est un fait, documenté, réel et délibérément oublié. Bienvenue sur Lumière Noire, parce que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière africaine ne s'éteint jamais. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ce que nous racontons ici, on ne vous le dira nulle part ailleurs. Likez cette vidéo pour que cette vérité atteigne ceux qui en ont besoin. Chapitre 1. La civilisation du fouet. Ce que l'esclavage a vraiment fabriqué. Posez-vous une seule question. Une seule. Qu'est-ce qu'on fait à un être humain quand on veut lui voler non seulement sa liberté, mais son âme? On ne commence pas par les chaînes. On commence par le regard. On lui apprend à baisser les yeux. On lui apprend à rétrécir. On lui apprend que sa peau, cette peau qu'il n'a pas choisie, qu'il ne peut pas changer, est déjà une faute. Voilà comment commence l'esclavage américain. Pas en 1865, quand il s'est officiellement terminé, mais en août 1619, quand un navire accoste à Point Comfort, en Virginie, transportant 20 Africains et quelques autres, échangés contre des provisions comme des bétails. 20 hommes, 20 femmes peut-être, 20 existences, échangés contre de la farine et du sel. Ce moment, consigné dans les lettres de John Rolfe, n'est pas simplement le début de l'esclavage américain. C'est le début d'un projet. Un projet de civilisation bâti sur une idée monstrueuse, que certains êtres humains n'en sont pas. Et ce projet, il ne s'est pas construit dans le chaos. Il s'est construit dans la loi, dans des textes juridiques, dans des codes, dans des décrets signés par des hommes en costume à la lumière des bougies avec des plumes élégantes. En Virginie, en 1705, les premiers grands codes esclavagistes sont codifiés. En Caroline du Sud, en 1740, ils sont renforcés. En Louisiane, en 1724, sous le nom de Code noir, ils organisent jusqu'au moindre détail de la vie d'un être humain réduit à une marchandise. Ces textes disaient clairement « Un esclave ne peut pas témoigner en justice contre un blanc. Un esclave ne peut pas se marier légalement. Un esclave ne peut pas apprendre à lire. Un esclave ne peut pas posséder une arme. Un esclave peut être vendu, battu, violé, mutilé, tué, avec des conséquences minimales pour son propriétaire. » Lisez bien ces mots. Des conséquences minimales. Pas inexistantes, minimales. Parce que parfois, détruire sa propre propriété pouvait coûter de l'argent. L'unique protection d'un esclave n'était pas sa dignité humaine, c'était sa valeur marchande. Frederick Douglass, né esclave dans le Maryland en 1818, a raconté dans son autobiographie de 1845 comment, enfant, il a regardé sa tante Esther se faire fouetter. Le sang coulait dans son dos. Ses cris traversaient la nuit. Il était un enfant. Il a écrit que ce moment l'avait inauguré dans l'enfer de l'esclavage. Mais comprenez bien ce mot, inauguré. Comme si l'enfer avait une cérémonie d'ouverture, comme si la terreur avait un protocole. Et c'est exactement ça. L'esclavage n'était pas une série d'accidents violents. C'était une routine organisée. La terreur avait un calendrier. La souffrance avait un horaire. Les esclaves travaillaient de Kensi in the morning to Kensi at night, de l'obscurité du matin à l'obscurité du soir. C'est ainsi que les anciens esclaves eux-mêmes le décrivaient lors des interviews du Works Progress Administration Slave Narratives Project entre 1936 et 1938. Les femmes pranchaines travaillaient dans les champs. Elles accouchaient parfois seules, sans assistance médicale, et retournaient au travail quelques jours plus tard. Les enfants étaient fouettés pour des infractions mineures, regarder ailleurs, marcher trop lentement, laisser tomber un outil. Et puis il y a ce dont on parle encore moins, la violence sexuelle. Elle n'en était pas un accident de l'esclavage, elle en était une structure. La doctrine juridique, appelée Partus Sequitur Ventrem, codifiée en Virginie dès 1762, stipulait que les enfants suivaient la condition de leur mère. Ce que cela signifiait concrètement, une femme esclave violée ne produisait pas une victime, elle produisait davantage d'esclaves. Son corps était un actif reproductif, son ventre était une usine, sa douleur était un investissement. Les femmes esclaves n'étaient pas protégées par les lois contre le viol. Ces lois ne s'appliquaient pas à elles. Leur corps n'appartenait pas à la catégorie « personne protégée ».
Il appartenait à la catégorie bien meublé. Thomas Jefferson lui-même, l'homme qui a écrit que tous les hommes sont créés égaux, entretenait depuis 1787 une relation coercitive avec Sally Hemings, une femme esclave. Elle avait 14 ans quand cela a commencé. Elle ne pouvait pas dire non. Il n'y avait pas de mot pour ce que c'était dans la loi de l'époque. Aujourd'hui, nous avons ce mot. Les hommes noirs, eux, étaient soumis à une autre forme de destruction. Une destruction de l'identité. On leur interdisait de lire, parce qu'un homme qui lit pense. On leur interdisait de posséder des armes, parce qu'un homme armé résiste. On leur interdisait de protéger leur famille, parce qu'un homme qui protège les siens a de la dignité. Et la dignité, dans le système esclavagiste, était une menace existentielle. On les fouettait en public, non pas pour les punir individuellement, mais pour humilier collectivement, pour montrer à tous ce qui arrivait à ceux qui osaient se tenir droit. L'historien Edward Baptist, dans son ouvrage The Half Has Never Been Told, publié en 2014, démontre avec des archives économiques précises que la torture n'était pas une aberration dans le système esclavagiste, c'était un outil de productivité. Après l'invention de l'égreneuse de coton en 1793, le coton est devenu le moteur du capitalisme américain. Et ce moteur tournait au sang. Entre 1790 et 1860, la production américaine de coton est passée de 3000 balles à 4 millions de balles par an. Cette explosion n'était pas le fruit de l'innovation seule, elle était le fruit de la chair noire courbée sous le soleil, lacérée sous le fouet. En 1860, 4 millions d'êtres humains étaient réduits en esclavage aux États-Unis. Leur valeur marchande totale dépassait celle de l'ensemble des chemins de fer et des usines du pays réunis. 4 millions de personnes, le plus grand actif financier de la nation. Pas d'actions, pas d'or, pas de pétrole, des êtres humains. Mais même au cœur de cette machinerie de terreur, même dans ce monde conçu pour broyer chaque once d'humanité, ils ont résisté. Ils sabotaient les outils, ils ralentissaient le travail, ils s'enfuyaient. Certains se rebellaient avec des armes. Gabriel Prosser en 1800, Denmark Vesey en 1822, Nat Turner en 1831. La rébellion de Nat Turner dans le comté de Southampton en Virginie, qui tua environ 55 blancs, fut écrasée dans un bain de sang. Plus de 100 personnes noires furent tuées en représailles, dont beaucoup n'avaient rien à voir avec le soulèvement. Et dans les semaines qui suivirent, les États du Sud resserrèrent encore davantage les codes esclavagistes. L'alphabétisation des Noirs fut encore plus brutalement interdite, les rassemblements furent criminalisés. Parce que la résistance prouvait quelque chose que le système ne pouvait pas admettre, que ces hommes et ces femmes savaient qu'ils étaient libres, que l'esclavage ne leur avait pas volé cette connaissance, seulement la capacité de l'exercer. Le 6 décembre 1865, le 13e amendement est ratifié. L'esclavage est officiellement aboli. Après 4 ans de guerre civile, après plus de 620 000 morts. La liberté, semblait-il, était arrivée. Mais voici ce que l'histoire officielle n'ose pas dire assez fort. La liberté était arrivée, mais la suprématie blanche, elle, n'était pas morte. Elle s'était simplement transformée. Les chaînes étaient devenues des lois, les fouets étaient devenus des cordes, les plantations étaient devenues des prisons, et les spectacles de torture allaient bientôt devenir des spectacles de divertissement. Ce qui attendait les hommes et les femmes noirs derrière les portes de cette liberté fragile, ce que l'Amérique allait inventer pour remplacer les chaînes, c'est une histoire encore plus sombre. Et c'est exactement là où nous allons dans le prochain chapitre. Avant d'aller plus loin, si cette vérité vous touche, si vous pensez que ces histoires méritent d'être entendues, abonnez-vous à Lumière Noire maintenant et activez la cloche. Chaque like que vous laissez est une flamme de plus contre l'oubli. Partagez cette vidéo parce que la mémoire est la première forme de résistance. Nous continuons. Chapitre 2. Le Battle Royal, quand la souffrance noire devint un spectacle blanc. Imaginez un soir. Pas n'importe quel soir. Un soir de fête. Une ville du Mississippi en 1902. Ou peut-être le Texas en 1907. Ou l'Alabama en 1911. La salle est pleine. Des hommes d'affaires blancs en costume. Des politiciens locaux. Leurs femmes. Leurs filles. Leurs fils. Il y a de la nourriture sur les tables.
Il y a de l'alcool dans les verres. Il y a des rires dans l'air. L'ambiance est festive. La soirée est belle. Et puis, quelqu'un se lève et annonce le clou du spectacle. Un groupe de jeunes garçons noirs est conduit dans la salle. Certains ont 15 ans, certains en ont 17, certains à peine 20. Certains ont été promis un emploi, d'autres quelques dollars. D'autres encore ont simplement été ordonnés de venir, par leur employeur, par un officier de police, par un propriétaire terrien. Quelques-uns ne savent même pas encore ce qui les attend. On les place dans un ring, ou une grange, ou un espace ouvert entouré de monde. On leur bande les yeux. On leur met des gants de boxe, parfois. Parfois rien du tout. Parfois des fils électriques entourent l'espace. Parfois des éclats de verre jonchent le sol. Et puis un signal est donné. Battez-vous. Aveugle, terrifié, incapable de voir clairement. Ils frappent dans le vide. Ils se percutent. Ils trébuchent. Ils tombent les uns sur les autres. Et puis, les poings commencent à trouver leur cible. Les dents se brisent. Les nez s'écrasent. Le sang coule. Un garçon tombe. Un autre tombe sur lui. Un autre trébuche et écrase quelqu'un déjà inconscient. Quelqu'un crie. Quelqu'un vomit. Quelqu'un supplie. Et la foule blanche répond. Par des rires, des applaudissements, des paris, des verres levés. Des femmes blanches rigolent. Des enfants blancs applaudissent. Des hommes blancs crient des instructions aux garçons qui saignent dans le ring. La douleur des corps noirs est devenue une comédie. Leur terreur est devenue un divertissement. Leur confusion est devenue un sport. Ce spectacle avait un nom. Le Negro Battle Royale. Pas un mythe, pas une métaphore, pas seulement de la littérature. Un rituel documenté de terreur raciale qui s'est déployé dans les décennies suivant la fin formelle de l'esclavage. L'une des inventions les plus grotesques de l'Amérique d'après-guerre. Un divertissement public dans lequel de jeunes hommes noirs, souvent des adolescents, étaient forcés de se battre entre eux. Parfois aveuglés, parfois entourés de fils électriques, parfois jusqu'à l'inconscience, parfois jusqu'à la mort. Pendant que des foules blanches riaient, buvaient, pariaient et applaudissaient. Pour comprendre comment quelque chose d'aussi barbare pouvait exister ouvertement dans une société qui se disait civilisée, il faut comprendre ce que la liberté avait réellement apporté aux Noirs américains. Nous avons parlé de l'esclavage dans le premier chapitre, mais l'esclavage s'était terminé en 1865. Ce chapitre commence là où l'autre s'est arrêté, dans le mensonge de la liberté. La reconstruction, de 1865 à 1877, fut le moment le plus radical de l'histoire américaine. Pour la première fois, des hommes noirs votaient. Des hommes noirs occupaient des fonctions politiques. Des écoles noires s'ouvraient. Des églises noires s'élevaient. En 1870, Hiram Rivers devenait le premier sénateur noir des États-Unis, représentant le Mississippi. En Caroline du Sud, la législature de l'État devenait majoritairement noire. C'était l'expérience la plus audacieuse de démocratie multiethnique que la nation n'ait jamais tentée. L'Amérique blanche a répondu par la terreur. Entre 1866 et 1877, le KKK, la White League et les Red Shirts menaient une campagne d'assassinat, d'incendies criminels et d'intimidation électorale à travers le Sud. Le massacre de Colfax, en 1873 en Louisiane, laisse environ 150 man noirs morts, après qu'ils se soient rendus à leurs agresseurs blancs. Aucun des responsables ne fut condamné. Et en 1877, les troupes fédérales se retirèrent du Sud dans le cadre du compromis de 1877. La reconstruction était officiellement terminée. La courte fenêtre de liberté réelle se referma, comme une porte claquée. Les États du Sud s'empressèrent alors de codifier la domination raciale dans la loi. Les Black Codes d'abord, puis les lois Jim Crow, taxes électorales, tests d'alphabétisation truqués, clause du grand-père. Les hommes noirs perdirent le droit de vote. Les espaces publics furent ségrégés, écoles séparées, hôpitaux séparés, wagons de trains séparés, cimetières séparés. Tous marqués par une inégalité brutale.
En 1896, la Cour suprême des États-Unis, dans l'arrêt Plessy contre Ferguson, légalisa la ségrégation sous la doctrine du « séparé mais égal ». Séparé mais égal. Ces trois mots sanctifièrent l'apartheid racial dans la loi américaine pour près de 6 décennies. Mais au-delà de la loi, il y avait le spectacle. La terreur devait être visible, la domination devait être théâtrale. C'est l'ère où le lynchage devint un rituel public. Entre 1882 et 1968, au moins 4743 personnes furent lynchées aux États-Unis. Selon l'Equal Justice Initiative, environ 72% d'entre elles étaient noires. Ces meurtres n'étaient pas secrets, ils étaient annoncés dans les journaux. Les familles amenaient leurs enfants regarder. Des vendeurs vendaient de la nourriture. Des photographies étaient prises et transformées en cartes postales. Des cartes postales, des souvenirs, des trophées, des cadeaux. Et c'est dans ce même monde, ce monde où la mort d'un homme noir pouvait être immortalisée sur du papier glacé et envoyée à des proches comme une attraction touristique, que naquit le Negro Battle Royal. Le Battle Royal n'était pas une institution formelle avec des règles écrites. Il ne nécessitait pas de législation. Il nécessitait quelque chose de bien plus glaçant, une permission culturelle. À la fin du 19e siècle, particulièrement dans les États du Sud, Texas, Louisiane, Alabama, Mississippi, Géorgie et Arkansas, de riches hommes blancs commencèrent à organiser ces spectacles lors de foires de comté, de banquets civiques, d'expositions de boxe, de réunions de loges fraternelles et de fêtes privées. Parmi les divertissements, aux côtés des spectacles de ménestrels, du combat d'animaux et des numéros de cirque, se trouvait ce spectacle particulier. Des hommes noirs, souvent des adolescents ou de jeunes ouvriers agricoles, forcés de se battre entre eux dans un ring, une fosse, une grange ou un espace clos, pendant que des audiences blanches riaient, pariaient et huaient. Les premières références documentées à ces événements apparaissent dans les journaux du Sud dans les années 1890. Mais les traditions orales suggèrent que la pratique aurait pu commencer plus tôt, dans les décennies qui suivirent immédiatement l'effondrement de la Reconstruction à la fin des années 1870. En 1898, le Dallas Morning News rapporta un Battle Royal organisé lors d'une célébration civique au Texas. Il décrivit comment un certain nombre de garçons de couleur furent placés dans un ring et forcés à se battre jusqu'à ce qu'un seul reste debout. Le gagnant reçut un petit prix en espèces. Le ton de l'article était désinvolte, amusé, serein. Aucune indignation morale n'était exprimée, seulement de la valeur divertissante. En 1904, des événements similaires furent rapportés dans le Mississippi, lors de foires de comté, où des jeunes noirs aveuglés étaient instruits de se battre pendant que la foule blanche riait de leur confusion, de leurs collisions et de leurs blessures. En 1908, un journal texan décrivit un Battle Royal lors d'une foire de comté comme un grand succès et un excellent sport pour la foule, notant que les combattants avaient montré du cœur. Aucune mention de la coercition, aucune mention de la peur, aucune mention des blessures, aucune mention du consentement. Voici comment cela fonctionnait concrètement. Les participants, souvent de 15 à 25 ans, étaient contraints par leurs employeurs, des shérifs, des terriens indiens ou des fonctionnaires locaux. Beaucoup étaient de pauvres métayers ou d'ouvriers agricoles avec peu de pouvoir de refus. Certains étaient aveuglés, certains étaient intoxiqués au préalable, certains portaient des fils électriques, certains portaient des gants de boxe, d'autres combattaient à main libre. Des hommes, des femmes et des enfants blancs, offrant l'élite locale, riaient, buvaient, pariaient et se moquaient de la couleur des combattants. Le dernier homme debout, baigné de sang, pouvait recevoir quelques dollars, un melat, un travail temporaire. Parfois, le gagnant était battu par la police après le combat, quels que soient les résultats. Parfois, la récompense promise ne se matérialisait pas. Dans quelques cas documentés, les blessures se révélèrent mortelles plusieurs jours après. Ces meurtres n'étaient rarement enquêtés. Des histoires orales collectées au XXe siècle racontent une réalité différente des journaux de l'époque. D'anciens métayers interviewés lors du Federal Writers Project dans les années 1930 parlèrent d'avoir été forcés dans de tels combats adolescents, parfois sous la menace d'une arme à feu, parfois sous peine de perdre leur emploi, parfois sous menace d'arrestation. Plusieurs se souvenaient d'avoir été aveuglés, battus jusqu'à l'inconscience et laissés ensanglantés dans des granges ou des champs pendant que les spectateurs blancs riaient.
Un homme de l'Alabama, né en 1894, interviewé en 1937, se souvint d'avoir été emmené par son employeur à un rassemblement en ville vers 1910 et forcé à se battre contre 3 autres garçons noirs devant une foule. Il dit qu'on lui avait promis $2. Il ne reçut rien. Et puis, il dit quelque chose qui résume tout. Il riait comme si c'était un cirque, comme si on n'était pas des gens. Ce n'était pas de la boxe. La boxe a des règles. La boxe reconnaît ses participants comme des athlètes. La boxe a des arbitres, des catégories de poids, des protocoles de sécurité. Le Battle Royale était plus proche des combats de chiens, sauf que les chiens étaient des êtres humains, et la foule n'avait pas honte de jouir de leur souffrance. Pour comprendre pourquoi c'était possible, il faut comprendre dans quelles conditions vivaient les hommes et les femmes noirs à cette époque. Dans les années 1880, la majorité des Noirs américains du Sud vivaient sous un système de métayage et de fermage, un arrangement néo-féodal qui piégeait les familles dans une dette perpétuelle. Les propriétaires blancs fournissaient la terre, les outils, les semences et les provisions à crédit, puis réclamaient la majorité de la récolte à la moisson avec des taux d'intérêt exorbitants qui garantissaient que les fermiers noirs ne s'en sortaient presque jamais. Une mauvaise récolte, une maladie ou une comptabilité malhonnête pouvait plonger une famille dans une servitude de dette indiscernable de l'esclavage. L'historien Douglas Blackman a documenté dans Slavery by Another Name en 2008 comment des milliers d'hommes noirs étaient arrêtés sur des accusations fabriquées, vagabondage, flânerie, infractions mineures et loués à des employeurs privés via des systèmes de location de forçat, particulièrement en Alabama, en Géorgie et dans le Mississippi entre les années 1870 et 1910. Ces hommes travaillaient dans des mines, des fermes et des chantiers forestiers dans des conditions souvent pires que l'esclavage, avec des taux de mortalité dépassant 20% dans certains camps. Les logements noirs de cette époque étaient primitifs et dégradants, des cabanes de bois d'une seule pièce avec des sols en terre battue. Pas d'isolation, pas de plomberie, pas d'électricité, souvent pas de fenêtres. Les familles dormaient ensemble sur des paillasses ou des mattes. Les nourrissons mouraient à des taux stupéfiants. Selon le Bureau du recensement américain, en 1900, le taux de mortalité infantile noire était environ 185 décès pour 1000 naissances, contre environ 100 pour 1000 chez les Blancs. La tuberculose, la pélagre, l'ankylostome et la malnutrition ravageaient les communautés noires largement ignorées par les systèmes de santé publique. Les enfants grandissaient sous-alimentés, rachitiques et chroniquement malades. L'éducation, bien que techniquement autorisée après la reconstruction, était systématiquement privée de ressources. En 1910, les États du Sud dépensaient environ 3 à 5 fois plus par élève blanc que par élève noir. Les écoles noires fonctionnaient souvent quelques mois par an seulement pour que les enfants puissent travailler dans les champs. Beaucoup de salles de classe n'avaient pas de bureau, pas de livres et un seul enseignant pour des dizaines d'élèves. C'est dans ce monde que le Battle Royale existait. Un monde où un homme noir ne pouvait pas regarder un blanc dans les yeux sans risquer d'être battu. Un monde où refuser de céder le trottoir pouvait signifier la prison. Un monde où parler avec trop de confiance pouvait signifier la mort. Un monde où la loi ne protégeait pas les noirs, elle les contrôlait. Dans ce contexte, être forcé dans un Battle Royale n'était pas une aberration, c'était une variation sur le même thème qui courait depuis 1619. Votre corps ne vous appartient pas, votre douleur nous appartient, votre vie n'a de valeur que dans la mesure où elle nous amuse. En 1952, Ralph Ellison publia Invisible Man, l'un des romans les plus importants de la littérature américaine. Le livre s'ouvre sur une scène de Battle Royale. Un jeune homme noir est invité à prononcer un discours de remise de diplôme devant un groupe de notables blancs. Au lieu de cela, il et d'autres garçons noirs sont forcés dans un combat aveugle pendant que l'audience rit. Après le combat, ensanglanté et humilié, il livre son discours, devant une foule ivre qui se moque encore. Ellison n'a pas inventé cette scène, il l'a tirée de la réalité vécue. Né en Oklahoma City en 1913, Ellison avait grandi en entendant des témoignages directs de tels événements de la part d'anciens qui y avaient survécu à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ellison confirma plus tard dans des interviews que les Battle Royale étaient des pratiques réelles, particulièrement dans les États du Sud et les États frontaliers, et qu'ils représentaient une humiliation ritualisée de la masculinité et de l'intellect noir, forçant des jeunes hommes noirs à s'ensanglanter mutuellement avant d'être autorisés à s'adresser poliment au pouvoir blanc. Le symbolisme était glaçant. Avant qu'un homme noir puisse être entendu, il devait blesser. Avant qu'il puisse être éduqué, il devait être dégradé. Avant qu'il puisse être reconnu, il devait être brisé.
Le Battle Royale n'était pas simplement de la violence, c'était de la pédagogie. Il enseignait aux audiences blanches, particulièrement aux enfants, que la douleur noire était drôle. Il enseignait aux garçons noirs que leur corps était disponible. Il enseignait aux communautés que la domination était un divertissement et que l'humiliation était une tradition. Et il reflétait la logique de l'esclavage avec une clarté terrifiante. Sur les plantations, les esclaves étaient fouettés publiquement pour instiller la peur et l'obéissance. Sur les blocs d'enchères, ils étaient inspectés nus pour évaluer leur valeur marchande. Dans les patrouilles d'esclaves, ils étaient chassés comme des animaux. Le Battle Royale n'a pas inventé une nouvelle violence. Il a reconditionné une vieille violence pour une nouvelle ère. Le fouet de plantation était devenu le point du ring. Le bloc d'enchères était devenu la scène du spectacle. Le regard du contremaître était devenu le rire de la foule. La puissance du maître était devenue le divertissement du public. Ce qui avait autrefois imposé le travail, imposait maintenant la hiérarchie par l'humiliation. Et voici ce que tout cela nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, les Noirs américains sont emprisonnés de manière disproportionnée, surveillés de manière disproportionnée, appauvris de manière disproportionnée, tués par la violence d'État de manière disproportionnée. Des vidéos de morts noires circulent sans fin sur les écrans, rejouées, disséquées, débattues, consommées. La souffrance noire reste un spectacle, l'endurance noire reste une attente. L'excellence noire est encore souvent exigée seulement après la douleur noire. Le langage a changé, les costumes ont changé, les scènes ont changé, mais la structure reste, le Battle Royale. Il nous rappelle que le racisme n'est pas seulement quelque chose qui se passe dans les lois ou les institutions, il se passe dans le rire, dans le silence, dans ce que les personnes font divertissement, dans ce que les personnes tolèrent, dans ce que les personnes oublient. Et l'oubli, peut-être, est la plus grande cruauté de toutes. L'esclavage ne s'est pas terminé en 1865, il a mué. Le fouet devenu le bagne, le bloc d'enchères devenu la cour de prison, la plantation devenue le ghetto, le contremaître devenu l'officier de police, la patrouille d'esclaves devenue l'état de surveillance, et le Battle Royale, ce rituel de corps noir brisé pour l'amusement blanc, est devenu une émission de télé-réalité. Des formes différentes, la même logique. Se souvenir du Negro Battle Royale, c'est refuser le mensonge que l'esclavage s'est terminé proprement en 1865. C'est rejeter le mythe que la liberté est arrivée entière et intacte. C'est affronter la vérité que la terreur raciale a simplement changé de costume et que le rire a souvent été son complice le plus labruyant. Mais ce souvenir, c'est aussi honorer la survie. Ces garçons qui blessaient dans ces granges n'ont pas disparu dans le silence. Leurs descendants sont debout. Leurs histoires sont vivantes. Leur lumière, cette lumière noire, n'est jamais été éteinte. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez que ces vérités méritent d'être annoncées au plus grand nombre, alors faites quelque chose de simple mais de puissant. Abonnez-vous à Lumière Noire maintenant. Activez la cloche et likez cette vidéo. Chaque partage est un acte de mémoire. Chaque abonnement est une résistance contre l'oubli. Cette histoire n'est pas terminée et nous non plus. À très bientôt.